Bonjour, je suis Zep et on est là pour parler de la réédition du guide du zizi sexuel. L'avantage du guide, c'est qu'on va aller chercher les infos quand elles nous intéressent. Euh, Il y a des enfants qui ont besoin d'avoir des infos hyper précises sur les pratiques sexuelles et d'autres qui ont juste envie de savoir si ils vont être amoureux toute leur vie dans la même classe. Donc c'est compliqué de faire un cours qui correspond à tout le monde. Le guide, il a l'avantage de pouvoir s'adapter à la demande de tout le monde. Et en 20 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Alors bon, là, on a toujours la même manière de faire l'amour, mais pour des enfants qui apprennent, qui entendent parler du sujet, ça a complètement changé. Il y a la pornographie qui a pris une place complètement inattendue en 20 ans. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a aucun enfant de 10 ans qui n'a pas été confronté à de la pornographie. Et puis on se rend compte que c'est pas forcément si traumatique que ça, que les enfants intègrent ces choses, mais par contre, que comme il n'y a pas de discours autour et que c'est un peu du tout et n'importe quoi, c'est difficile de se forger une image de ce que va être une sexualité uniquement à travers la pornographie. Donc c'est important de raconter, de développer d'autres récits pour eux, là autour. C'est important de dédramatiser, de dire des choses toutes bêtes comme non, on n'est pas obligé de faire l'amour, c'est quelque chose qui est là pour le plaisir, donc on le choisit. Si ça nous fait pas plaisir, on le fait pas. C'est un livre qu'on peut lire avec ses parents, mais c'est important qu'on puisse le lire seul. Après, il y a beaucoup de thèmes qui peuvent être lus seuls et qui peuvent être un bon sujet pour après en parler avec ses parents. C'est une manière d'entrer dans ce sujet, je dirais, désanxiogène, quoi, pour en faire un sujet qui est aussi marrant, qui est un sujet de plaisir, qui est un sujet d'épanouissement, qui a une espèce de fatalité qui va nous arriver, parce que quoi qu'on choisisse, même si on choisit d'être asexuel, on va pas échapper au corps qui se transforme. Ça, c'est une espèce de malédiction de l'adolescence qui vous tombe dessus quoi qu'il arrive. Donc c'est important de s'y préparer et de composer avec. Et puis, il y a des mots qui aujourd'hui sont des mots récurrents, comme le consentement, qui ne s'employaient pas il y a 20 ans, donc qui sont importants de redire. Il y a la multiplicité des genres, qui est aussi quelque chose de revendiquer très fort aujourd'hui. Et c'était beaucoup plus discret avant, donc je pense qu'un adolescent, un préadolescent qui sent qu'il n'est pas forcément à l'aise dans sa vie, dans sa sexualité, dans son identité sexuelle aujourd'hui, ce qui est le cas d'énormément, je dirais qu'il est presque le propre de l'adolescence, d'être encore un peu flou sur son identité. Bon, la situation elle est plus compliquée aujourd'hui parce qu'on n'est plus forcément un garçon ou une fille, mais on peut être aussi une foule d'autres genres. Donc c'est important de les expliquer, de comprendre ce que ça veut dire. L'idée n'était pas forcément d'expliciter tout, puisqu'on s'adresse à des enfants et certaines subtilités sexuelles sont peut-être encore complexes pour des enfants. En tout cas, de dire que voilà, il existe beaucoup de choses différentes, que toutes ces choses ont le droit d'exister et que si on en choisit une, on en choisit une autre, on n'est pas au banc de cette société, mais on a aussi, au même titre que n'importe quel autre être humain, une place dans cette société. J'espère qu'il y en a de moins en moins. Moi-même, je me suis formé à dessiner un clitoris, donc j'ai appris à dessiner le clitoris, qui est un organe effectivement qu'on connaît beaucoup moins puisqu'il est majoritairement caché. Mais quand on le dessine, c'est absolument hallucinant de voir à quel point il est similaire au pénis des garçons. Et ça, c'était vachement intéressant. Et puis d'en faire un objet graphique qui est un peu... qui est aussi amusant. Ça, c'était le travail de collaboration avec le Bioscope de l'Université de Genève, avec l'équipe de Céline Brockman, qui eux ont beaucoup travaillé là-dessus. Ils ont modélisé un clitoris géant qui se promène dans des expositions pour aussi montrer l'objet tel qu'il est, puis que ça devienne un objet un peu totémique, comme ça, comme une bite en fait. Et c'est vrai que tous les gens qui dessinent se sont amusés à dessiner des zizis dans les toilettes publiques. Bon, on peut imaginer, j'espère que dans quelques années, on aura aussi droit à des dessins de clitoris humanoïdes un peu partout. Il y a énormément de témoignages de jeunes qui ont vécu des premières expériences sexuelles brutales, pas du tout par désir, mais pour se conformer à leurs copains et à leurs copines. Et ils l'ont rarement bien vécu parce que c'était pas le bon moment, parce qu'ils n'étaient pas prêts, parce qu'ils ont trouvé ça agressant.
Et je pense que d'écouter cette voix-là, d'écouter cette voix qui dit ok, t'es prêt, t'en as envie, vas-y, c'est vachement important. Ça m'interroge, je suis vraiment curieux. Et c'est le discours de beaucoup de sexologues aujourd'hui qui disent que si on suit la courbe de ces dernières années, dans 20 ans, il n'y a plus personne qui fait l'amour. Ça va devenir antinomique de se toucher, de se confronter à la relation en fait. Le sexe va devenir un truc, un objet de consommation uniquement. Et c'est un côté très pratique. Alors que ce qui est génial, enfin, mais ça c'est ce que je crois moi, mais ce qui est génial dans une sexualité, c'est la relation. C'est que on imagine un truc et c'est pas vrai, ça va pas être comme ça. Et tout à coup, on est dans une espèce d'évolution permanente. Si ça fonctionne, si on arrive à parler de ça. I love Gigi.